quelqu'un qui sait pas se servir de l'IA et quelqu'un qui sait se servir de l'IA, tu vas avoir des résultats complètement différents. J'ai monté cette boîte juste avec l'IA. Bonjour Julie, merci d'être parmi nous. Pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter? Bonjour Rémi, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce podcast. Oui, je suis Julie Boucon. J'ai entrepris précédemment pendant 10 ans dans la tech. On avait fondé avec ma sœur et associée une application pour faciliter l'apprentissage des langues pour les enfants, qui est devenue leader du marché français d'ailleurs, et qu'on a revendu à un groupe suédois fin 2022. Depuis, j'ai accompagné le groupe et puis maintenant, j'ai lancé un concept de business club. On a lancé l'aventure en septembre dernier et on a pour ambition justement de le dupliquer dans des nouvelles villes comme Dijon et potentiellement Lyon derrière, et pour la suite, on verra bien. Ok, on va reparler de tout ça justement. Mais avant de commencer, comment ça va justement avec tous ces projets un peu en même temps? Comment tu arrives à gérer ça? C'est quoi ta journée type en termes d'organisation, s'il y a une journée type? Alors, il n'y a pas de journée type et c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai 2 filles déjà, donc ça fait quand même partie de la vie, le fait de gérer aussi sa famille. Donc, les journées types, c'est d'emmener mes filles à l'école et ensuite de me dédier à mes différentes activités, le business club. Et j'accompagne aussi des entreprises sur différents sujets, comme par exemple des sujets relations presse, communication. Ça peut être aussi des sujets de transformation. Euh, donc je ventile mon temps selon les sujets que je dois traiter. Ok. Pour ceux qui découvrent un petit peu qui tu es, il y a eu un switch dans ta vie professionnelle. Tu travaillais plutôt dans des grands groupes type L'Oréal sur la partie commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses tout de côté et puis tu décides comme ça de lancer ta boîte à un moment? Alors en effet, à l'origine, je suis issue de l'industrie du luxe. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans des grands groupes comme LVMH et L'Oréal, à des fonctions sales, comme tu le disais. Ensuite, je suis revenue en région, puisque je suis originaire de Besançon. Et là, j'ai travaillé pour un façonnier de bracelets en alligator pour la haute horlogerie, en tant que responsable grand compte. Mais dans tout ça, à peine j'avais été diplômée, déjà j'avais des idées innovantes pour pouvoir faciliter la vie, par exemple au niveau de la formation des équipes terrain chez L'Oréal ou chez LVMH. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Tu étais dans ton quotidien là-bas et tu voyais plein de petits irritants peut-être en Je, disant ah on je pourrait voyais Tout à fait. Je faire mieux. voyais toujours en fait les améliorations qu'on aurait pu apporter avec la digitalisation. Ok. Et quand j'ai vu ensuite des produits sortir, je me suis dit c'était une évidence. C'était Et mon idée. j'étais contente de voir que Ok. c'était sorti par la suite. Donc c'est vrai que quand ma sœur est rentrée de son expatriation en Chine avec une idée de créer une solution d'apprentissage des langues pour les enfants, et du fait que potentiellement il fallait que ce soit tech, j'ai tout de suite adopté l'idée, et j'ai été partante pour qu'on puisse entreprendre ensemble. Et c'est ce qu'on a fait en 2015. Donc chacune, on a quitté nos jobs respectifs. Elle était directrice achat chez General Electric et donc moi, je travaillais dans l'horlogerie. Et donc voilà, sans hésitation, on s'est lancé et puis on a pris tellement de plaisir pendant 10 ans que ça a été vraiment une belle aventure. Donc c'est le déclic familial finalement, l'opportunité de faire quelque chose ensemble avec ta sœur. Le déclic, ça a été d'avoir la bonne idée au bon moment, parce que des idées, on en avait eu d'autres. On avait creusé un peu le marché, on s'était dit, soit il y a déjà trop de players, soit c'est trop tôt, etc. Et là, on s'est dit, tout est aligné, il faut y aller. J'imagine des idées, tu en as encore plein Oui, quand je t'entends évoquer cette histoire. Euh, tu as une routine pour les mettre quelque part dans un coin ou elles sont dans mes notes, dans mon téléphone, j'ai une liste. une liste de courses d'idées à réaliser? C'est ça, Ok. ouais. On va revenir sur justement ton succès avec Oli Oli rapidement parce que tu en as beaucoup parlé. Euh, donc, tu as piloté l'aventure pendant 10 ans. Mm.
vous avez revendu. Euh, Comment tu as su justement avec ta sœur que c'était la bonne cette fois-ci idée à aller creuser? Est-ce qu'il y avait aussi de la temporalité, hein? C'était la période aussi Covid, il me semble, plus ou moins. Pas encore, parce Pas que c'était en encore? 2015. Oui, Covid, c'est arrivé 2020. après. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que dans vos têtes, vous vous dites c'est celle-ci où on va investir du temps? Honnêtement, l'envie d'entreprendre, il n'y avait aucune... on n'est jamais sûr de rien, en fait. Donc, je dirais que moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'en fait, tout est possible. Donc, dans notre aventure entrepreneuriale, j'ai jamais eu de plan B. Il fallait que ça marche. Il n'y avait pas d'autre solution. Et, euh, et dans tous les cas, même s'il y avait eu des échecs, le fait d'apprendre, moi, déjà me nourrit énormément. Hmm. Donc, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait. Néanmoins, on avait cette conviction forte qu'il y avait aujourd'hui un réel besoin auquel personne ne répondait. Et le fait de pouvoir amener un produit tech dans un usage raisonné pour les enfants, c'était évidemment une clé de succès puisque tous les enfants aiment les écrans. Donc c'est pour ça que voilà, on s'est dit l'association et le matching Hmm. produit était une évidence pour nous. Maintenant, après, il fallait passer toutes les étapes et amener de l'adoption dans le produit et on y est arrivé. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on décide de commencer, mais quand est-ce qu'on décide de sortir? Encore une fois, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une démarche proactive de votre part d'aller voir s'il y a moyen de consolider ou de chercher un partenaire? Comment ça marche pour quelqu'un qui n'a jamais fait la démarche, pas en détail, hein, mais les grandes étapes de cet exit, De de l'exit. l'exit pardon, oui, Ah, de Oli, ouais. alors, disons qu'en fait, l'exit, c'était pas quelque chose qui était prévu si vite. En fait, on a eu différentes étapes de développement. Donc 2015, on a lancé notre laboratoire d'expérience. On a eu 3 ans de R&D. Entre-temps, on avait lancé un premier produit, mais à l'époque qui était fait par des personnes en externe Ok. et où on n'était pas satisfaite de la tech puisque ça nous limitait dans la progression. Mais néanmoins, ça nous a permis d'effectuer notre première levée de fonds. Et à partir de là, une fois qu'on a levé des fonds, on a acheté toute la tech à la poubelle, on a recruté toutes les compétences métiers et en 9 mois pendant le Covid, on a développé un nouveau produit qui a rencontré rapidement son marché. Et à partir de là, on a eu en fait des étapes qui ont fait que donc on s'est retrouvé leader du marché français, on a été élu meilleure application au niveau Mhm. européen par Apple parce qu'on avait un taux de conversion entre la semaine d'essai gratuite et l'achat qui était de 72%, ce qui est Donc, un taux qui est exceptionnel. c'est un moment où sur l'App Store, vous êtes mis en avant, finalement. On se retrouve en fait déployé dans 42 stores en Europe et mis en avant pendant 3 semaines, ce qui nous a permis de tâtonner des Mhm. marchés au niveau européen sur lesquels on n'aurait pas forcément investi financièrement au niveau marketing. Et cette exposition, ça nous a vraiment permis d'avoir différentes convictions par rapport à l'internationalisation du produit. Et à ce moment-là, ce qu'on voulait, nous, c'était aller aux US et réussir à convertir donc, des utilisateurs sur l'apprentissage de l'espagnol, du français, etc. Et on était plutôt dans une démarche de lever des fonds pour Ok. financer nos ambitions internationales. Et en fait, à ce moment-là, le marché financier a déjà commencé à montrer des signaux de faiblesse. Donc clairement, on a commencé, nous, à faire notre roadshow auprès de VC. Et on voyait qu'on avait des retours où ils nous disaient franchement, waouh, vos chiffres, ils sont incroyables, on voit rarement ça. Si vos chiffres sont vrais, c'est fou. Mhm. Et évidemment, nos chiffres étaient vrais. Mais on sentait que voilà, ils s'engageaient pas, C'était un peu etc. frileux dans Complètement la levée de frileux, fonds. Ouais. alors que tout était aligné. Donc on a senti qu'il y avait un signal assez faible au niveau du marché. Et le groupe suédois qui nous a racheté, en fait, ça faisait 1 an et demi qu'ils nous contactaient pour pouvoir nous intégrer en fait à un rachat global. Ok. Parce que c'est un groupe qui est coté en bourse et ils voulaient racheter plusieurs boîtes en même temps. Et donc au final, à ce moment-là, on a eu 2 offres de rachat de players français simultanément. Et on s'est dit, on est obligé de regarder en fait. Parce que si demain, on ne lève pas, potentiellement, il faudra prendre certaines décisions qu'on Mhm. n'a pas envie de prendre. Donc
de s'adosser à un grand groupe, c'était pas une mauvaise idée. Et c'est le choix qu'on a fait. Donc, on a commencé les discussions en septembre 2022. Et décembre 2022, on était revendus. Il y a la prise de décision au bon moment, une fenêtre d'opportunité, et puis ce nez quelque part sur le marché. Hein. Oui, tout à fait. C'était plein d'incertitudes. Puis honnêtement, quand maintenant je regarde dans le rétroviseur et je regarde ce qui s'est passé en 2023-2024 au niveau de la tech, il y a plein de boîtes qui étaient incroyables et qui ont mis la clé sous la porte. Donc, on ne sait pas où on en serait aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait trouvé des fonds d'investissement, il nous manquait un leader de tour. Peut-être qu'on l'aurait trouvé, et puis... mais on ne sait pas. En tout cas, là, une décision qui a été prise, une bonne décision du coup avec le recul. Mais au lendemain de cette décision, alors quand on sort comme ça, c'est pas non plus, on coupe pas tout du jour au lendemain, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un sentiment de dire, de perdre pas perdre un bébé, mais perdre quelque chose qu'on a construit depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a un blues derrière Alors j'ai accompagné pendant 2 ans. Donc si j'avais accompagné que pendant 6 mois, je pense que j'étais pas prête. Ouais. Première année, j'ai pu lancer une nouvelle application pour les maths. J'adore les lancements produits, c'était incroyable. Deuxième année, le management a changé, le management du groupe, parce qu'en fait, nous, on était 15 et on a intégré un groupe de 150 personnes. D'accord. Et donc, à la place des 2 cofondateurs, qui étaient vraiment des gens comme nous, avec qui on était super alignés, ils ont mis un CEO de l'automobile, qui était très sympa, mais pour le coup, c'est des méthodes de structuration complètement différentes, une vision complètement différente. Et au bout de 2 ans, honnêtement, moi, j'étais contente de faire autre chose parce que j'étais plus tellement alignée avec la vision et j'apportais plus de valeur. Après ces 2 ans, je me dis formidable, j'ai manqué de temps pendant 10 ans, je vais avoir tout le temps que je souhaite. Et en fait, là, je me retrouve avec tout ce temps, je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais pas quoi en faire et honnêtement, c'était ultra déprimant, plus de projets. Enfin, moi, j'ai besoin que mon cerveau il mouline en permanence. Et donc là, plus de projets, plein de temps. Et honnêtement, c'était ultra déprimant. Donc rapidement, mon cerveau s'est remis en route. J'ai eu des nouveaux projets, j'ai bossé sur plein de trucs. Et puis voilà quoi. Puis après, on se relance sur autre chose. Ouais. Ok, donc il y a eu une petite phase de décompression avant de repartir. Mais il y a une sorte de deuil quand même, vraiment, quand on réalise et que cette fois-ci on coupe et que ça y est, l'histoire est finie. Oui, il y a vraiment une phase de deuil dont, à mon avis, peu d'entrepreneurs parlent. Mais elle est réelle. C'est très étrange comme sentiment. Ok, merci de partager ça. Avec Oli Oli, vous arriviez, si on revient sur le champ de l'applicatif, vous arriviez à faire de l'apprentissage hyper personnalisé pour les enfants. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ce que toi tu ressens sur le modèle éducatif français. Avec Oli Oli, vous avez pu faire de l'hyper-personnalisation, chose qui n'est pas accessible pour un professeur des écoles ou à plus haut niveau. Comment toi tu ressens ça? Comment tu verbaliserais le côté d'avoir pu apporter ça, le côté utilité quelque part de cet applicatif? Alors, l'ambition, nous, avec Oli Oli, c'était d'amener plus d'égalité des chances. Ça, c'était vraiment notre vision et notre conviction. Simplement, on s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Donc, au niveau de l'école, on s'adresse au premier degré. Il y a eu un moment où nous, on s'est dit, en plus du marché B2C, il faut s'intéresser au marché B2B, les écoles. Et donc, on a creusé un petit peu ce marché. Donc, avec Bordas, on a créé nous, on avait créé la tech, ils ont créé des livres, etc. Et on distribuait au niveau des écoles. Donc, la solution a été super bien accueillie par les professeurs. Simplement, étant donné qu'il n'y a pas de stratégie réelle de l'éducation nationale pour amener... Il n'y a pas de pilotage. Donc, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Les professeurs des écoles, ils ont l'obligation de dispenser 2 fois 45 minutes d'anglais par semaine. Ils n'ont pas de méthode commune d'apprentissage et eux-mêmes ne parlent pas anglais. Donc notre outil était vu vraiment comme une bénédiction. Ils étaient hyper contents. Maintenant, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de budget fléché, les écoles privées le faisaient, les écoles publiques, il y en avait quelques... mais ce n'est pas un marché, en fait, sur lequel nous, on a pu vraiment se développer parce que il n'y a pas de stratégie globale. Et puis, de toute façon, quand on arrive en 6e, là, les enfants sont enfin entre les mains de spécialistes
mais on considère que personne ne sait rien. Donc finalement, puis après on va apprendre aux enfants à écrire, on va pas leur apprendre à comprendre et à pouvoir parler. Donc nous, on était vraiment focus là-dessus, sur le fait de pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer à l'oral, de travailler toute la prosodie, la compréhension orale, et d'avoir, comme tu le disais, une personnalisation de l'apprentissage, parce qu'on avait créé, en fait, grâce à nos 3 ans de R&D, 20 000 exercices qu'on a encapsulés pour permettre à chaque enfant d'avoir son propre tunnel d'apprentissage grâce, en fait, à un algorithme qu'on avait implémenté dans l'outil. Et c'est vrai que si on compare ça aux méthodes des écoles, ils sont dans un tunnel commun et puis les enfants essayent d'apprendre mais de façon globale et sans avoir un parcours personnalisé. Il y a un vrai besoin dans ces parcours-là de mettre, du coup, là, c'est le levier des tech, sur de la donnée hyper personnalisée, etc. Il y a un besoin, il y a un marché, mais il n'y a pas encore de fléchage de budget Puis arrêté. Je pense qu'il n'y en aura pas. Ouais. Donc, non, mais malheureusement... Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein, mais... Oui, mais après, moi, c'est vrai que là, j'ai le recul des 10 ans d'expérience. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je vois comme on apprenait les langues, moi, à mon époque. Et je vois qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Néanmoins, le gouvernement a investi dans des études où ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ouais, bien sûr. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent. Puis moi, je l'ai observé avec notre expérience aujourd'hui. Si on veut réussir aujourd'hui à avoir un impact sur l'apprentissage des langues et la maîtrise des langues au niveau du marché français, il faut le faire sérieusement à partir de 3 ans. C'est pas compliqué. Okay. En fait, les enfants apprennent hyper facilement dès le plus jeune âge. Passé déjà 6-7 ans, il y a plein de mécanismes d'imitation qui commencent à s'éteindre. Et à 8 ans, le larynx est définitivement formé. Donc à partir de là, il faudra en fait avoir un moment d'expatriation long pour pouvoir vraiment avoir une prononciation native. Donc tant qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose de sérieux et pas juste à peine on va faire de l'éveil, etc., tant qu'on ne fera pas ça, en fait, il n'y aura pas de changement. Mais ça, ils le savent, ils ont mené plein d'études. Donc après, c'est une question de volonté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du système éducatif français, il y a quand même un fort nivellement par le bas. On voit d'ailleurs les classements PISA où on voit nos régressions au niveau des mathématiques, etc. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a ces classements-là, la priorité va être donnée aux maths et aux français. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, au final, moi, je pense que oui, il y a les maths, il y a le français, mais il y a évidemment l'anglais qui reste un énorme différenciateur pour pouvoir déjà accéder à des belles écoles, faire des belles études et ensuite pouvoir évoluer au niveau professionnel et accéder à des beaux postes. Et puis, comme tu disais, aussi la partie construction de la pensée aussi, des 3 ans, si on parle plusieurs langues, ouverture d'esprit, ça crée des mécanismes d'apprentissage incroyables. Ok. Je ferme la parenthèse pour l'instant là-dessus, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'IA et ce que ça peut apporter. On va passer à un autre chapitre plus contemporain. On va parler de Business Match. Oui. Si tu devais me pitcher Business Match en 17 secondes, je ne vais pas chronométrer, mais je ne dis pas 30 secondes, comme ça, nouveau défi. Alors, Business Match, c'est un business club qui a pour ambition de réunir donc à peu près 30% de TI, 30% de PME et 30% de start-up indépendants. On optimise le temps de chacun en proposant donc une rencontre mensuelle le jeudi midi sous différents formats. Donc ça peut être donc un déjeuner où on va faire venir un grand conférencier type Julia de Funès qui sera suivi d'un cocktail. Et on va alterner avec des formats, déjeuner business placé. Pareil, on fait intervenir un grand chef d'entreprise ou un expert sur un sujet, etc. Et le but, c'est de créer du lien, de la confiance. Personne n'est obligé de faire du business ensemble. Néanmoins, avec le temps, si les gens le souhaitent, ils se feront travailler les uns les autres. Voilà. C'est un club d'affaires sélectif, on peut dire ça. Il y a le barrage à l'entrée, il est matérialisé comment ? Vous choisissez par nombre d'entreprises dans des secteurs
Alors, sur certaines verticales métiers, on va limiter. Bon, là, on arrive quasiment à 70 adhérents. Ok. Donc là, aujourd'hui, on peut commencer à réouvrir sur certaines verticales. Mais ce que j'entends comme verticales sur lesquelles on limite, ça va être par exemple les avocats, les banques, les assureurs. Voilà, on ne veut pas que ce soit un terrain de chasse voilà, où on distribue les cartes de visite, etc. Le but, c'est vraiment de créer un cercle de confiance où on va réunir des acteurs et ça va amener des réflexes par la suite. Et je dirais qu'au niveau, par exemple, des industriels, il n'y a pas de limite à la quantité. Néanmoins, on va consulter les premières personnes qui nous ont fait confiance pour être sûr que chacun s'entend. S'entendre. Et le critère, on va dire, essentiel du choix des entreprises, c'est le fait que les gens soient sympas et s'entendent bien. C'est Ça, l'humain. c'est l'humain, exactement. Ok. Tout à fait. Ok. Au-delà des rencontres physiques qui sont hyper importantes, Business Match est aussi match dans le nom. Euh, Comment ça marche le matching? Alors, le matching, après, ça revient aussi à l'humain et à la capacité à ce qu'on mette aussi les gens en relation. Ce qui va favoriser le matching aussi, c'est que dans notre business club, c'est vraiment les chefs d'entreprise qui se déplacent. Parce que je dirais que dans certains business clubs, sans aucune critique, hein, bah voilà, les chefs d'entreprise vont systématiquement se faire remplacer par des responsables enfin voilà, et ça crée beaucoup moins de valeur et je pense que ça va beaucoup moins transformer dans le fait de faire du business ou se recommander et donc ça va concourir vraiment à la magie de l'efficacité de notre concept. Je voulais t'emmener sur le terrain de l'application. De l'application. Ouais, plutôt, ouais. Alors, au niveau de l'application, donc il y a une plateforme aujourd'hui donc, qui est encore en évolution qui va permettre d'avoir un rayonnement au niveau aussi national et de pouvoir identifier des sociétés avec qui potentiellement on pourrait collaborer ou prendre des compétences ou publier aussi des appels à projets. Donc c'est un peu un LinkedIn, on va dire, amélioré, où on va pouvoir voir de façon géographique qui sont les acteurs. Il y a un algorithme derrière de mise en relation, enfin mise en commun de besoins et de capacité à faire. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Et qui est encore en construction et en évolution. D'accord. Et donc par exemple sur les déjeuners placés, vous allez chercher à rapprocher des gens par rapport à ce potentiel où les gens se placent un peu comme ils veulent suivant les affinités. Ça va jusque là ou pas en fait? Au niveau de l'application, tu veux dire? Au niveau de l'application, puis comment ça se matérialise dans la vraie vie? J'avoue que pour le plan de table, c'est juste mon cerveau et moi-même et le fait que je collecte les infos auprès de chaque personne. Et ça pourrait se faire avec de l'IA, en fait. En effet, on pourrait très bien répertorier les autres déjeuners, qui a été à côté de qui, en fonction des affinités, etc. Mais l'IA, là-dessus, elle ne va pas encore avoir la capacité à avoir les personnalités de chacun et les affinités. C'était un peu la question vers laquelle je voulais aller aussi, c'est dire comment on peut s'assurer qu'un algorithme ne va pas créer des bulles filtrantes d'entre-soi finalement parce que les gens se ressemblent trop. Comment on va aller chercher, alors c'est peut-être encore en cours de développement, mais quels petits critères vous allez travailler pour aller mettre de la personnalité dans les rencontres? Alors là, si on parle juste de l'algorithme, on va dire de l'application, ça va être basé sur des critères très factuels, le domaine d'activité, enfin voilà, mais ça ne prendra pas en considération, on va dire, les affinités personnelles du chef d'entreprise et le fait que voilà, il a potentiellement envie, peut-être pas envie de faire du business, mais d'échanger sur tel ou tel. Donc après, tout pourra être ajusté par la suite, mais il y aura quand même une interprétation humaine à la base de dire, lui, il a un profil plutôt, etc. Et donc, ça restera quand même finalement corrélé au ressenti d'un humain pour pouvoir établir un critère.
qui sera d'ailleurs peut-être bon ou mauvais, hein, parce que... Il est jamais 100% objectif, mais en tout cas, il est sur le ressenti de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu un déjeuner ou la dernière fois qu'il y a eu une soirée. Tout à fait. Et c'est en effet les événements passés qui permettront d'établir des nouveaux critères pour pouvoir être au plus juste par la suite. Et donc là, c'est un système de franchise. Enfin, oui. Donc la franchise byzantine, elle a été lancée il y a combien de temps? Combien vous avez d'adhérents aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est presque à 70. Donc on a lancé donc en septembre dernier. Mais en toute transparence, en fait, on va lancer notre propre marque à partir de l'automne prochain. Ok. Donc, nos adhérents auront toujours accès en fait à la plateforme Business Match, mais on sera sous une autre enseigne et cette fois-ci avec notre propre stratégie d'expansion. Ok, petite révélation. Oui, tout à fait. Ok. En préparant l'interview, j'ai vu qu'il y a un autre projet qui est né il y a un petit moment, puis qui n'a pas été au bout. Oui, tout à fait. BeMagic, que tu avais aussi évoqué dans d'autres podcasts ou sur d'autres médias. On est sur quelque chose qui n'a pas été mené jusqu'au bout. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Oli Oli, le faire le bon choix en bon moment, etc. Ça peut être intéressant de revenir aussi là-dessus, que tu nous partages... alors, je vais dire le mot, un échec peut-être. Ouais. Et puis, voilà, nous en dire un petit peu plus sur ce que c'était, pourquoi justement vous avez stoppé, vous avez pété au bout, etc. Alors, donc, le projet BeMagic, donc, c'est parti d'une conviction du fait de vouloir créer en fait une marque slow fashion pour aller à contre-pied de la fast fashion et sur un segment qui est le textile des enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra polluant. Les enfants, en plus, changent énormément d'habits. Et le but, c'était de remettre donc du sens dans la consommation textile en amenant des belles matières dans le placard des enfants pour amener plus de durabilité. Donc, on a eu, en fait, au démarrage de ce projet-là, plusieurs idées de positionnement. On est parti sur un positionnement qui était risqué, mais on s'était dit, on le tente. Donc, qui était d'avoir un positionnement de marque, on va dire, mass market, mais haut de gamme, au lieu d'avoir le segment luxe. Pour pouvoir justement avoir plus d'impact. Parce que ce que tu as compris, c'est que voilà, je t'ai parlé d'égalité des chances, mais l'impact, pour moi, c'est essentiel. On est parti là-dessus. Et puis, en fait, quand on a lancé la campagne, à la moitié de la campagne, moi, j'ai vu qu'on allait pouvoir atteindre l'objectif. Mais en fait, mon objectif, c'était de faire 4 fois l'objectif qui était indiqué. Et à la moitié de la campagne, je me suis rendu compte que j'avais converti que des gens autour de moi. La Love Money était là, mais... J'avais pas réussi en fait à convaincre des personnes que je ne connaissais pas. Donc à partir de là, je me suis dit, je savais que le marché en fait, le marché du textile en général est très compliqué, mais le textile pour les adultes a commencé à se restructurer. Le marché du textile pour les enfants n'a pas du tout commencé ce processus-là. Et c'est vrai que j'avais aussi un mentor dans l'histoire qui est l'ancien DG d'une grande marque de textile pour enfants qui m'avait alerté en me disant ça va être compliqué, etc. Et donc, dans l'entrepreneuriat, il y a un moment, il faut aussi avoir cette réalité de ne pas s'entêter sur des projets où le go-to-market n'est pas bon. Et donc là, j'avais envie de le faire, j'avais la conviction j'ai toujours l'envie, mais néanmoins, en fait, le time to market, il n'est pas bon. Et donc, c'est pour ça qu'à la moitié de la campagne, j'ai complètement arrêté de communiquer, parce que je ne voulais pas qu'on réussisse, en fait, à atteindre le seuil sur la plateforme de crowdfunding. Et puis là, on s'est dit, il faut tout repositionner la marque, revoir, etc. Et entre-temps, on a lancé, en fait, les 2 projets en même temps, BeMagic et Business Match. Et là, on s'est dit, quand on a vu finalement comme Business Match s'est bien développé, on s'est dit finalement il faut mettre le temps dupliquer. Ici. Il faut se concentrer sur ce qui fonctionne et puis on verra par la suite
pour BeMagic s'il y a quelque chose à faire. Mais je pense qu'en attendant, de toute façon, il faut que le marché du textile évolue. C'est ça, se reconsolide de toute façon, on le voit sur Se le... reconsolide et puis sur qu'on le y voit un marché. petit peu plus clair en fait sur comment, dans quelle direction va aller la consommation. Est-ce qu'on va continuer à produire, surproduire, polluer toutes ces plages, tout jeter à la poubelle. Enfin voilà, enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut y voir plus clair. Il faut voir est-ce que la France prend certaines positions. Est-ce que enfin, il y a plein de choses à faire et à voir, je pense, avant qu'on se réintéresse à ce marché-là. Là, tu questionnes le marché. Est-ce que, on apprend toujours hein, de ces expériences-là, est-ce que toi, ça t'a fait monter en compétence sur le secteur mode, vêtements? Quelle clé t'as retenu un petit peu de cette expérience-là? Alors, donc, comme je te disais, moi, je suis issue de l'industrie du luxe, donc la mode, enfin, ça a T'avais déjà... toujours fait, j'ai toujours eu cet ADN-là. Après, ce qui est complètement fou avec BeMagic, c'est qu'en fait, j'ai monté cette boîte en peu de temps, juste avec l'IA. Donc avec l'IA, j'ai créé les modèles, j'ai créé les fiches techniques, j'ai trouvé les fournisseurs, j'ai tout fait. Et sans avoir besoin de personne. Mhm. Donc ça m'a fait monter en compétence dans mes capacités à prompter, certainement. Oui. Mm. Et puis aussi à ouvrir le champ des possibles, justement, de quelle expertise je peux aller chercher avec l'IA. Si tu dis que tu as tout construit comme ça, c'est super intéressant. Bah, c'est là où j'ai réalisé que Ouais. voilà, des boîtes simplement avec une bonne maîtrise de l'IA, tu peux en monter très facilement, quoi. Mm. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur tes propres envies à toi? Donc, tu as fait un focus sur Business Match à l'époque, mais Mm. du coup, dans le fond, tes envies sur la partie entrepreneuriat, est-ce que tu as tiré un peu une leçon aussi là-dessus, de cette expérience ou pas? Bah, en fait, je me suis dit que ce qui est magique en finalité, c'est que tu peux tester et puis décider d'y aller ou pas. Après, dans la vie, il faut pas s'entêter. Quand tu Hmm. sens que c'est pas le bon moment, faut pas y aller. Quand tu sens qu'il faut y aller, il faut y aller. Mais là, je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est pas un échec. Enfin, je pense que l'échec, ça aurait été de m'entêter à aller Et au d'aller au bout. bout, ouais. Hmm. Et puis potentiellement que derrière, ça me coûte Hmm. de l'argent pour rien, etc. Donc, non, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et ce qui a été hyper intéressant, voilà, c'est de me dire, en fait, avec l'IA aujourd'hui, tu peux faire tellement de choses. Et le fameux si c'était à refaire, mais bon, là, ce serait plus, est-ce que tu aurais arrêté au même moment, avant, après, avec ou sans l'IA? Est-ce que sur cette partie-là stratégique en tant que telle de construction, est-ce que si c'était à refaire, bah, tu ferais autrement? Ou par exemple sur la partie peut-être communication sur le projet, tu as dit que tu avais réussi à toucher des investisseurs proches sur la levée de fonds sur la plateforme. Est-ce que tu as relevé voilà, un petit défaut de lancement ou pas Bah, forcément? après, on ne peut pas savoir comment ça aurait été si ça avait été un autre positionnement. En fait, la stratégie, elle aurait été complètement différente. Si on avait eu un positionnement luxe, j'aurais pas fait une campagne de crowdfunding Pas sur sur- Ulule, ça C'est aurait pas ça, fait de ouais. sens en Mm. fait. Donc ça aurait été une stratégie complètement différente. Et je pense qu'à ce stade, pour le deuxième positionnement, on n'était pas prêt du tout. Parce qu'il aurait fallu voilà, beaucoup plus de fonds à investir. Là, c'était facile. C'était une méthode agile pour pouvoir tester et tâtonner un peu le marché. Mm. Ok. On va refermer aussi cette parenthèse. On va faire quelque chose un peu plus macro sur ta position en tant que femme entrepreneuse. Tu as été citée parmi les 40 femmes de l'année Forbes en 2025, il me semble. 2024 ou Euh, 2025. ouais, je sais plus. Et, et, 2024, ouais. et en même temps, dans le levée de fonds, on t'interroge sur ok, mais pendant que tu fais ça, qui garde les enfants? Donc on a voilà, quelque chose qui est un peu paradoxal. Comment tu ressens ça aujourd'hui, hier, aujourd'hui? Comment tu te positionnes demain par rapport à tout ça? Alors, pour moi, je dirais le fait qu'il y ait de la parité dans tout, c'est hyper important. Et d'ailleurs, quand j'avais une équipe de 15 personnes, on était à peu près équivalent dans la part d'hommes et de femmes. On avait même une développeuse qui était une femme, etc. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Néanmoins, c'est pas faut pas que ça devienne une barrière à
trouver des solutions pour avancer. Et là-dessus, j'entends, quand nous, on a levé des fonds en 2019, il y avait 2% des femmes dans la tech qui parvenaient à lever des fonds. Ok. Donc la répartition, c'était à peu près 2% de femmes, 18% d'équipes mixtes et le reste les hommes. Et aujourd'hui, en 2026, c'est 1% les femmes, à peu près toujours à mon avis 18-20% les équipes mixtes et le reste des équipes 100% masculines. Donc souvent on me demande quel serait ton meilleur conseil à donner à une équipe 100% féminine qui veut se lancer dans la tech. Et moi je leur dis, associez-vous avec un homme. Et souvent ça surprend, mais j'ai envie de dire, il y a un moment, il n'y a que les chiffres qui comptent. Et si ça peut maximiser tes chances de pouvoir lever des fonds et de réaliser ce que tu as envie de faire, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de concept en fait. Si ça n'avance pas, ça n'avance pas. Si le plafond de verre, il est là, il est là. L'objectif, c'est de réussir à créer de la valeur. Donc après, peu importe, il faut avancer. C'est un peu dommage, mais vrai. Après, il faut, voilà, il y a un moment... Et sur la partie entrepreneuse, tu as sûrement une vision sur... ta vision, je vois que tu utilises l'IA sur ton expérience passée, peut-être encore aujourd'hui au quotidien. Au quotidien. Ta vision un peu macro là-dessus, on a les États-Unis qui vont très vite, qui mettent aucune barrière, on va dire. La Chine qui, de son côté, essaye de casser la dynamique américaine en faisant la même chose, mais gratuit avec l'open source. En Europe, on régule. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Vaste question. Mais... Vaste question. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une transformation globale qui est juste incroyable. Et je pense que le fait que l'Europe régule est une erreur, dans le sens où en fait, on n'a pas tous les mêmes cartes en main face aujourd'hui à tout le potentiel global que représente l'IA. Alors le fait de légiférer sur... potentiellement ce qu'on peut faire de mauvais avec l'IA. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Évidemment, c'est important. Mais en fait, il y a tellement, à ce stade, une phase d'expérimentation, de recherche qui est encore gigantesque, que le fait de déjà se mettre des barrières sur l'exploration de ces possibilités, en fait, on est quasiment sûr de ne pas réussir à être au niveau des autres plus tard. De toute façon, ça se ressent aussi dans le niveau d'investissement. Quand on voit ce qu'investissent les États-Unis, ce qu'investissent la Chine, au regard de ce que nous, on investit en France, déjà, on est hors course. Alors après, là, il y a une levée de fonds qui a été faite avec Lequin il n'y a pas longtemps. Il cherchait 300 millions. 300 millions, il a eu 608 millions. Il a eu 1 milliard. Et il est valorisé à 3 milliards. Et il est valorisé à 3 milliards. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus parce qu'il amène finalement une nouvelle vision de l'IA qui finalement va être une exploration qui ne va pas être gérée par la data mais sur un concept différent. Maintenant, il y a tout à construire au niveau du produit, mais ça amène quand même finalement une vision complètement différente que les autres puissances américaines et chinoises n'avaient pas explorée. Donc ça peut nous faire remonter finalement dans cette compétition mondiale. Il apporte une vision, mais comme tu dis, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit encore. Moi, le problème que ça me pose, c'est qu'en fait, quand ChatGPT est arrivé, ils sont arrivés avec un produit et pas de vision, finalement. Et on est dans deux modèles un peu différents, et je suis super curieux de voir ce qui va se passer avec Yann Lequin, qui a réussi justement à aussi entraîner l'aura médiatique autour de tout ça. Mais voilà, je suis assez curieux, j'ai quelques réserves à cause de cette différence. Justement, comment toi tu situes l'IA en termes d'évolution ? Est-ce que tu dis que c'est un outil ? Est-ce que tu dis que c'est... comment tu qualifierais ? Comment tu positionnerais cette évolution technologique ? Alors, moi aujourd'hui, je le considère comme mon deuxième cerveau. Donc, je pense que pour des cerveaux matures, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité de gagner du temps dans tout ce qui va être structuration et recherche de données où tu t'optimises tout, en fait. Et moi, je trouve que l'IA me rend beaucoup plus intelligente, vraiment. En revanche, sur des cerveaux immatures, ce que j'entends, c'est les enfants, ça peut amener en fait des réflexes où
les enfants vont plus chercher par eux-mêmes. Alors, je dis pas que ça va les rendre feignants, mais peut-être, en fait, finalement. Ouais, c'était ma question suivante. Pour faire le lien Mm. avec ton expérience passée, c'est si t'as pas peur que ça formate un peu une pensée. Alors, on a déjà une pensée formatée avec le doom scroll sur les TikTok, Instagram, je fais mon vieux, qui influence quand même la pensée. Est-ce qu'on n'est pas au pas d'après, justement, avec l'IA, avec des algos encore meilleurs, du contenu encore plus affiné, si on amène trop tôt? Alors, moi, je pense que quand on parle de légiférer, il faut former les enfants à l'IA, mais il faut encadrer l'usage, parce que le problème, c'est que le fait de réfléchir par soi-même, essayer de trouver des solutions, tout ça, c'est ça qui crée Mhm. l'intelligence. Et si on enlève tout ça et que finalement les enfants, ils disent, bah, il n'y a pas besoin de réfléchir, tiens, mes devoirs, je vais prendre en photo, ça me sort le truc, je recopie, je comprends même pas ce que je recopie, bah, on va créer une génération d'abrutis, on va pas se mentir. Mhm. Enfin, déjà, quand on voit que là, au niveau des statistiques, on arrive sur des générations où pour la première fois, les nouvelles générations sont moins intelligentes que les parents, on se dit c'est quand même catastrophique. Donc on est dans une étape où nous, finalement, l'intelligence artificielle va nous élever. Et il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle fasse Mhm. régresser les enfants à l'heure où aujourd'hui on leur a mis trop d'écrans entre les mains. Et pourtant, je viens de la tech, mais nous on a essayé de faire un usage intelligent et utiliser le pouvoir des écrans au service de l'éducation. Mais toutes ces générations qui fait que scroller, etc., et consommer du contenu sans nourrir son cerveau de choses intelligentes, bah, malheureusement, on va faire régresser nos jeunes générations. Et par contre, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais par exemple, en Chine, TikTok, eux, Il est orienté éducation. tout à Mhm. fait, l'algorithme va pousser des Mhm. expériences scientifiques, etc., quand nous, on va pousser du contenu complètement débile Mhm. qui va pas rendre intelligent. Enfin, c'est pas nous, c'est TikTok C'est pour le l'algorithme de TikTok marché. pour le Voilà, marché européen, enfin exactement. occidental. Ouais. Donc c'est là où tu dis, il faudra arrêter d'être bête et peut-être légiférer sur ce genre de choses où on veut pas abrutir en fait notre jeune génération, parce qu'après tu dis bon, enfin, au niveau de la stratégie globale de TikTok, tu C'est t'en poses la question à savoir quel est l'intérêt final. c'est ça. Et je vais quand même rester sur la partie élève face à l'IA, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème de référentiel aussi, dans le sens où l'exemple que tu donnes, c'est le collégien va prendre en photo son contrôle et demander de faire la rédaction à sa place. Est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même d'aller changer le référentiel? Est-ce qu'il faut continuer à évaluer les élèves sur leur capacité à produire quelque chose que l'IA produit mieux? Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses qu'on apprend? Donc comment travailler avec l'IA pour apprendre, apprendre plus loin, apprendre d'autres choses? Est-ce que c'est pas finalement la façon d'apprendre qu'il faut challenger? Nous, ça nous permet, en tant qu'adultes, ça nous permet de s'élever parce qu'on a une expérience Mm. pro ou personnelle sur laquelle on va s'appuyer. Eux, ils sont encore en construction. Moi, j'aime bien tirer ce fil-là parce que aussi dans le milieu professionnel, la mise en avant des soft skills par rapport aux compétences qu'on va apprendre en école. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de référentiel qui est décalé parce que l'IA arrive très vite finalement? Alors certainement, après on peut prendre l'IA puis la tech au sens large. Je pense qu'il y a certaines matières qui sont certainement plus faciles à apprendre avec des méthodes différenciantes que le papier et le crayon. Mm. Nous, on l'a vu avec l'expérience de l'IOLI, le fait d'avoir un outil tech, de favoriser l'apprentissage oral, de pouvoir entendre, d'avoir un tunnel personnalisé, etc., ça permet de faire progresser les enfants beaucoup plus rapidement. Mm. Donc certainement que pour des matières comme les mathématiques, le fait de pouvoir avoir une expérience complètement personnalisée, il y a énormément de choses à faire avec l'IA. Et donc oui, je pense que tout va être amené à être modifié. Néanmoins, aujourd'hui, sur le virage à 360 du mammouth de l'éducation nationale française, je pense qu'on ne sera pas précurseur dans toute l'implémentation de méthodes IA. Et au-delà du mammouth, éducation nationale, il y a aussi les études supérieures. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans une école de commerce sur Dijon avec des étudiants en pré-master sur le tour de table de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Bah,
en fait, il faut leur dire que leur métier sur lequel ils se projettent dans 5 ans n'existera pas, en tout cas dans sa forme ou plus. Comment tu perçois aujourd'hui, toi, l'impact sur le milieu professionnel, sur les profils juniors, est-ce que voilà, tu t'es déjà renseigné sur la question, tu as déjà ton avis peut-être dessus? Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qui va quand même manquer pour toutes les jeunes générations, c'est qu'il n'y a aucune école qui forme à l'IA. Et pourtant, l'IA sera dans tous les métiers. Mm. Donc, je pense que le fait aujourd'hui que les jeunes générations ne sachent pas exactement ce qu'ils feront dans 5 ans, dans 10 ans, etc., finalement, ça n'a pas d'importance puisque on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas tu commences un métier et puis toute ta carrière, tu vas rester dans ce métier-là. C'est évolutif. Donc, euh, donc la transformation de tous ces métiers, je pense que ça va se faire de façon très naturelle. Ce sera un choc des cultures peut-être pour ceux qui sont aujourd'hui en fin de carrière et où on leur amène, voilà, aujourd'hui, limite le devoir de pouvoir intégrer des Mm. briques d'IA dans leur métier. C'est peut-être acculturant pour les jeunes générations. Je pense qu'en fait, ils sont ultra flexibles. Donc, ils iront un peu au fil là où il faut aller et puis les métiers évolueront. Ok. Mm. Et tu dis même que l'IA est meilleure que l'humain sur certaines choses. Est-ce que tu aurais des exemples en tête là? Alors, meilleur que l'IA, oui, mais après, je dirais que si tu prends deux exemples, quelqu'un qui ne sait pas se servir de l'IA et quelqu'un qui sait se servir de l'IA, tu vas avoir des résultats complètement différents. Parce qu'il y aura aussi vraiment cette capacité de chacun à savoir te servir de l'IA et la façon dont tu vas la formater, tu vois. Moi, typiquement, aujourd'hui, tu as je vais te donner un exemple vraiment tout simple, mais aujourd'hui, tu as des applications qui te permettent d'enregistrer une réunion Mhm. et qui vont derrière te ressortir donc un condensé, etc. Aujourd'hui, moi, sur le marché, il y a différentes solutions qui existent, etc. Moi, j'en utilise aussi pour mes réunions. Mais derrière, en fait, je rebalance tout le contenu de cette application dans un channel spécifique que j'ai formaté dans ChatGPT pour avoir quelque chose qui aura un niveau supérieur. L'entre les lignes, l'induit qui n'était pas forcément sur un Puis simple compte-rendu, qui peut-être. sera formaté par rapport à ma façon de penser, Ouais, en fait. ta méthodo. Ma méthodo. Mm. Donc, en fait, tu arrives à faire de la personnalisation d'outils IA, mais qui te permet d'avoir quelque chose qui est plus corrélé à ta façon de penser. Et donc ça, ce sera propre à chacun. Il va y avoir l'effet standardisation et l'effet aussi... donc c'est... aujourd'hui, ça peut élever comme ça peut standardiser. Et puis voilà, c'est là où tu vois tout de suite les posts, tu vois sur LinkedIn, tu vois tout de suite que les gens se sont servis de l'IA. Puis il y a ceux où tu peux avoir un doute. Donc c'est la capacité de chacun avec son cerveau à essayer de s'en servir, mais de façon subtile, pour avoir un meilleur résultat. Parce que si tu arrives un peu à tromper l'humain, tu arriveras aussi un peu à tromper les algorithmes qui permettront de mieux pousser tes contenus, tu vois. Donc il faut quand même qu'il y ait Il faut tirer le meilleur. Il faut tirer le meilleur, mais je pense qu'il reste quand même une grande valeur ajoutée du cerveau humain là-dedans pour pouvoir réussir à se différencier et à... Tu utilises quel outil au quotidien d'IA Moi, pour parler c'est de ChatGPT? ChatGPT. Ouais. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas justement en ayant un peu documenté la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu écris, ton ton de voix, etc., on n'arrive pas quand même à avoir ce jumeau numérique qui permet d'avoir du premier jet à 98% bon? Ah, mais si, carrément. Ah, mais moi, Et, je gagne un temps phénoménal. Hein. et est-ce que tu vas chercher ces 2% à chaque fois ou est-ce que des fois tu dis, allez, on va parler du post LinkedIn, le truc le plus basique, allez, ça part, Non. je ne le redis pas. Ah non. Moi, je repasse toujours sur tout et j'amène toujours ma note. Ouais. Et du coup, ce besoin de repasser, il va chercher quoi chez toi? De la maîtrise sur... c'est une histoire d'image, une histoire de vouloir voir ce qui a été écrit. Je vais faire un parallèle. On va avoir des célébrités qui sous-traitent à des community managers la rédaction de leur post.
Donc on a un métier, les copywriters, qui vont faire les posts LinkedIn ou Instagram, etc. Ils ne vont pas relire systématiquement. Qu'est-ce que tu penses fait la différence par rapport au fait que ce soit une IA? En fait, il n'y a que le recul que tu peux avoir et l'analyse des données des performances qui feront la différence. Si tu prends une période donnée et que tu te dis, allez, pendant un cycle de 3 mois, je vais tester à mettre que des posts qui vont être faits par l'IA sur lesquels je ne reviens pas, et que tu vois que la performance est top, bon, bah alors honnêtement, tu dis, ce temps-là, en fait, que je perdais même à relire, je vais le ventiler sur autre chose. Et il faut comparer à quand... mais voilà, en fait, il n'y a que la data qui sera KPI, déterminante. Quoi. Moi, c'est vraiment la vision KPI. Okay. Et aujourd'hui, en fait, j'observe le marché et je vois qu'il y a des évolutions au niveau algorithmique et au niveau de la portée, de la viralité des posts qui dessert aujourd'hui les posts qui sont 100% IA, en fait. Okay. Donc, et si on arrive à ces performances-là, est-ce que tu considéreras que ce sont encore tes posts? Alors oui, parce qu'ils seront... j'appuierai quand même sur le bouton. Ouais. Donc oui, puis après, c'est une évolution de la perception. En fait, peut-être que ce sera plus important. Et c'est la vision... j'ai invité il n'y a pas longtemps Francis Lelon, donc, qui est qui est l'ancien cofondateur de Sarenza, et qui aujourd'hui est aussi spécialiste de tous les sujets d'IA générative, etc. Et qui disait, en fait... on lui a fait quelques remarques sur le fait que ces posts étaient générés par l'IA et il a dit, mais en fait, moi le truc c'est que je veux juste transmettre une information et l'information est bien transmise. Donc au final, tout dépend de l'objectif derrière. Si c'est juste transmettre de l'information, l'IA peut le faire parfaitement. Si derrière, il faut transmettre de l'émotion, de l'engagement, de ci, de ça, bon, bah alors la vision est peut-être différente et il faut faire des tests. Et en partie automatisable, j'en suis convaincu aussi. Mais c'est ce côté, est-ce que c'est vraiment encore moi, qui peut être une question un peu philosophique à côté, quoi. Après, il faudra voir avec le temps. Si tu devais retenir une seule chose de ton parcours, une seule, et même, je vais aller plus loin sur la question, un seul mot qui résumerait ton parcours. Alors souvent, c'est le moment où il y a le petit blanc, et c'est pas grave, parce que c'est important. Quel mot tu mettrais? L'impact. Ok. Bah, c'était pas si dur finalement. Oui, c'était facile. Ok. Et puis, alors la fameuse question, quel conseil tu donnerais, mais pas à une femme qui veut se lancer, mais plutôt sur le côté à quelqu'un qui a un projet un peu fou, à qui on dit mais non, mais ça marchera jamais. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est, je dirais déjà de s'écouter, parce que souvent on peut être dérouté par les avis de notre noyau dur au démarrage d'un projet, et moi je l'ai vécu. Ce côté, non mais attends, tu vas quitter un job où tu es super bien payé, t'imagines les risques, etc. Donc, moi, je dirais que j'ai un tempérament tête brûlée où si j'ai une conviction forte, j'y vais. Et à partir de ce moment-là, en fait, peu importe ce qu'on pourra me dire, je vais y aller. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir un peu un caractère à se dire « oui, c'est vrai que c'est risqué, et ci et ça ». Donc, qui vont écouter. Et on est quand même dans un pays où aujourd'hui, on a cette possibilité facilement d'entreprendre. Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Et je pense que, moi, c'est ce que je me suis dit quand on s'est lancé, c'est que si on ne réussit pas, au pire, on apprendra. Et quand on est motivé, qu'on a des convictions, on trouve toujours des solutions. Donc si on a la bonne idée, si on est super motivé, bah, il faut y aller, quoi. Donc, voilà. Moi, je me dis, s'écouter soi, et si la conviction est là, il faut y aller. Ok. Et pas trop écouter les autres. Un peu.
mais pas trop. Mais pas trop, ouais. Pas trop. Ok. Eh ben, merci Julie pour cet échange très riche et puis merci à BWA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation et belle journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.